Donc on va vous parler de l'origine de l'expression des émotions. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Et dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est que les émotions ont une fonction très importante puisqu'elles nous permettent de produire des actions qui vont être adaptées à notre environnement. Alors comment ça se passe? Par exemple, si vous voyez un stimulus qui peut vous faire peur, comme un serpent, alors on n'a pas tous peur d'un serpent, mais disons qu'on a assez peur de lui, ça va créer dans votre cerveau un état émotionnel central. Et cet état émotionnel va engendrer plusieurs types de réponses, des réponses physiologiques, des expériences subjectives, des changements cognitifs. Par exemple, s'il y a un serpent dans votre environnement, votre regard va être attiré par ce serpent. Et enfin, des expressions faciales. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à l'origine de ces expressions faciales. Donc on va essayer de répondre aux questions pourquoi ces expressions émotionnelles existent-elles et surtout pourquoi elles ont perduré au cours de l'évolution. Et il existe un modèle selon lequel, en fait, ces expressions auraient évolué en deux étapes. Une première étape qui permettrait de réguler le sensoriel chez l'individu qui exprime cette émotion. Donc, elles auraient des fonctions intrapersonnelles. Et plus tard, au cours de l'évolution, elles auraient acquis une autre fonction, qui est une fonction de communication, donc une fonction interpersonnelle entre les individus. Alors, on va d'abord s'intéresser à cette fonction intrapersonnelle. Et selon ce modèle, les expressions émotionnelles vont avoir pour fonction de modifier votre prédisposition à la perception et à l'action si vous exprimez une émotion. Alors, comment on a étudié ça? Je vais prendre l'exemple de l'expression de la peur. Donc ici, vous avez une personne qui exprime la peur. Et ce qu'il a été démontré, c'est qu'en fait, cette expression va d'une part augmenter votre champ de vision, d'accord? Si ça, c'est quand vous avez une expression neutre, eh bien voilà ce qui se passe quand vous avez une expression de peur. Votre champ visuel va être beaucoup plus grand. Et on a aussi remarqué qu'il y avait une augmentation de votre volume nasal, c'est-à-dire que vous allez pouvoir inhaler beaucoup plus d'air que quand vous avez une expression neutre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, face à un danger, en fait, on a besoin de comprendre ce qu'il se passe. Et justement, notre expression faciale de peur va nous permettre d'acquérir beaucoup plus d'informations sensorielles sur notre environnement pour mieux comprendre ce qui se passe dans cet environnement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vrai pour toutes les expressions faciales? Et ce n'est pas le cas. Si on prend par exemple le dégoût, qui est aussi une réaction à un danger potentiel, il se passe exactement le contraire. Donc ici, c'est quelqu'un qui exprime le dégoût. Et en fait, quand on exprime le dégoût, c'est le contraire. On a une diminution de notre champ visuel et on a une diminution de notre volume nasal. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne faut pas ingérer la chose qui a créé notre dégoût, d'accord? Et justement, cette expression faciale émotionnelle va permettre de fermer tous les canaux sensoriels, les yeux, la bouche, le nez, pour qu'il n'y ait aucun contact entre ce qui a créé ce dégoût et votre corps. Donc ça, c'est une jolie démonstration que ces expressions émotionnelles ont une fonction intrapersonnelle, c'est-à-dire elles ont une fonction adaptative pour vous quand vous les exprimez. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, au cours de l'évolution, ces expressions ont développé une autre fonction qui est cette fonction de communication, donc une fonction interpersonnelle, cette fois-ci, entre les individus. Et effectivement, quand on interagit avec les autres, on exprime en permanence des émotions. Et ces expressions, elles nous indiquent beaucoup de choses. Elles nous indiquent l'état émotionnel de l'autre, d'accord? Potentiellement ses intentions futures, mais aussi quelle est l'évaluation de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, elles communiquent, elles informent l'observateur sur l'ensemble de ces choses-là. Et pour avoir cette fonction de communication, il faut que tous ces indices aient coévolué avec la capacité de l'observateur, du récepteur, de décoder ces informations qui sont pertinentes et d'adapter son comportement. Si on n'avait pas évolué pour être capable de décoder, eh bien, ça ne marcherait pas, d'accord? Donc, la première chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, on est plutôt bon à décoder les émotions, et comme vous l'expliquera Lou tout à l'heure, et ce, dès très jeune, dans la petite enfance.
Donc on est bon à décoder et à évaluer les expressions émotionnelles des autres. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on s'appuie sur différentes parties du visage pour décoder ces expressions émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont impliquer différentes parties du visage. Par exemple, la peur, je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on a peur, on a les yeux qui s'agrandissent, d'accord? Et du coup, les gens vont scanner le visage, surtout au niveau des yeux et de la bouche, parce que souvent on l'ouvre aussi. Pour un visage neutre, on regarde surtout les yeux, parce que c'est important de savoir si quelqu'un nous regarde ou pas. Et la joie, comme vous voyez, on va plutôt se concentrer au niveau de la bouche. La colère, c'est plutôt aussi les sourcils, parce que quand on est en colère, on fronce les sourcils. L'autre chose qu'on sait, c'est que notre cerveau est capable de décoder ces informations émotionnelles très rapidement, en moins de 200 millisecondes. Donc c'est vraiment très rapide. Et on sait aussi qu'on va mieux décoder cette information quand elle est pertinente pour nous, observateurs. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait dans le laboratoire. Et ce qu'on montre, c'est qu'on décode beaucoup mieux une expression de colère quand le regard est dirigé vers l'observateur. Donc c'est très pertinent parce que vous êtes la cible de cette colère, par rapport à exactement cette même expression, mais cette fois-ci avec un regard dévié. Et du coup, ça vous concerne moins. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est qu'effectivement, au cours de l'évolution, non seulement ces expressions qui avaient une fonction intrapersonnelle sont devenues des signaux de communication, ils signalent des choses importantes à l'autre, et du coup, on a développé effectivement des capacités très bonnes à décoder ces expressions émotionnelles. Mais le but, c'est pas seulement de décoder, on n'est pas des observateurs passifs. Au cours des interactions, non seulement on décode, mais on répond. Alors, est-ce qu'on a des éléments en science qui permettent de dire qu'effectivement, quand on observe les expressions émotionnelles d'autrui, eh ben, on est en train de s'adapter et de préparer notre réponse comportementale à ce signal de communication. Donc ce qu'on cherche un peu, c'est exactement le même schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est à savoir s'il y a quelqu'un qui est en colère contre vous, eh bien, l'hypothèse qu'on fait, c'est que ça va engendrer à nouveau un état émotionnel chez l'observateur et qu'on devrait pouvoir enregistrer l'ensemble des réactions dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir des réactions physiologiques, des sentiments subjectifs ou même des expressions faciales ou une adaptation comportementale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, quand vous percevez une émotion, par exemple ici une expression de peur ou une expression de joie, et que je pose sur votre visage des électrodes au niveau des muscles qui peuvent être impliqués dans cette expression. Par exemple, quand vous avez peur, vous allez soulever les sourcils, et donc il va y avoir une activité du muscle ici, du corrugateur. Et si vous souriez, c'est un muscle très spécifique qui est ici et qui s'appelle le zygomatique. Et ce qu'on peut faire, c'est si on pose ces électrodes et qu'on vous présente ces expressions, eh bien effectivement, quand vous observez un visage qui exprime de la peur, je vais pouvoir enregistrer de l'activité au niveau de votre corrugateur, mais rien au niveau du zygomatique. Mais par contre, si vous regardez quelqu'un qui exprime la joie, c'est le contraire qui se passe. On voit bien une activité au niveau du zygomatique, mais pas du corrugateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a engendré chez vous des expressions faciales rapides, d'accord? Souvent, elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais c'est comme si vous aviez une sorte de mimétisme ou de réaction à ces expressions faciales. Et ce qui est intéressant, c'est que si on enregistre aussi votre réponse électrodermale qui nous donne une information sur votre état émotionnel, eh bien, on voit bien qu'on a une réaction physiologique dans les deux cas. D'accord ? La deuxième chose qu'on sait, c'est que si je vous présente toujours ces visages et que j'enregistre ce qui se passe dans votre cerveau, alors que même vous êtes en train de faire simplement une tâche de catégorisation, eh bien je peux enregistrer de l'activité au niveau de mon cortex prémoteur qui est impliqué dans la préparation motrice. Quand vous agissez, que vous allez prendre un objet, avant même de prendre cet objet, votre cortex prémoteur va être actif. Donc il vous dit quelque chose sur la préparation motrice. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des activités à nouveau en 200 millisecondes, donc extrêmement rapidement, surtout à nouveau quand quelqu'un vous regarde, par exemple en colère, donc quand c'est pertinent pour vous, observateur, par rapport à quand c'est moins pertinent pour vous, observateur. Alors ça, c'est juste un signal de préparation, mais ça ne me dit pas que j'ai adapté mon comportement face à vos expressions émotionnelles. Donc pour tester ça, avec Emma Villarem qui a fait une thèse avec moi,
on a développé une étude où on vous demande de choisir, un peu comme ce que vous faites tous les matins dans le métro ou dans le bus, où vous aimeriez vous asseoir dans cette scène, d'accord? Et très rapidement, vous devez me dire, je veux m'asseoir sur la chaise à droite ou je suis sur la chaise à gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez fixer tout le temps là, donc en général, vous n'avez pas conscience qu'il y a des expressions émotionnelles dans cette scène. Et ce qu'on voit, c'est que si un des personnages exprime de la colère, alors que vous ne l'avez pas vraiment perçu, vous allez choisir plus souvent la chaise qui vous permet de vous éloigner de cette colère. S'il y a quelqu'un qui exprime de la joie dans cette scène, eh bien vous allez plutôt vous approcher de cette personne. Et si je vous présente quelqu'un qui exprime de la peur, qui est une émotion très ambiguë, puisqu'elle vous indique non seulement qu'il y a un danger, mais c'est aussi un signal d'affiliation ou une possible demande d'aide. Eh bien, dans ces cas-là, nos sujets n'ont plus de préférence. Ils savent plus, ils choisissent autant la chaise de droite que la chaise de gauche. Donc, l'ensemble de ces études nous disent qu'effectivement, au cours de l'évolution, ces expressions émotionnelles qui avaient d'abord une fonction intrapersonnelle ont évolué pour informer, communiquer, d'accord? Donc elles ont une fonction de communication et le récepteur a aussi évolué pour être capable de décoder cette information pertinente et adapter son comportement en conséquence. Alors une fois que ces expressions émotionnelles sont devenues au cours de l'évolution des signaux de communication, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les manipuler. On peut jouer là-dessus pour communiquer d'autres choses. Alors, comment on montre ça? Par exemple, il y a cette étude que je trouve très rigolote. Donc, vous êtes assis comme là, maintenant, dans ces sièges, et puis, imaginons que Lou et Jean-Baptiste rentrent avec un objet très lourd, et tout d'un coup, l'objet tombe et écrase le pied de Lou. D'accord? Alors, vous allez voir cette expression-là, c'est-à-dire qu'elle a très très mal. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais Lou ne vous regarde pas, vous allez avoir une expression un petit peu « ouh, ça fait mal ». Mais si jamais vous avez un contact du regard avec Lou, alors vous allez commencer à exprimer beaucoup plus cette expression pour lui indiquer que « aïe ». Vous avez de la sympathie pour elle, ou vous pouvez l'aider, donc vous augmentez cette expression intentionnellement pour lui communiquer que vous êtes empathique avec ce qu'elle exprime. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé la même chose chez les orang-outans. Donc, quand vous avez deux orang-outans, soit qui ne se regardent pas ou bien qui se regardent, ce qu'il a été vu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'expressions émotionnelles quand il y a un contact de regard entre ces deux individus. Donc, à nouveau, ça veut dire que ces expressions ont une fonction de communication et ces deux partenaires le savent et l'utilisent puisqu'il y a beaucoup plus d'expressions quand on se regarde. Donc ça veut dire peut-être que les précurseurs de ces expressions émotionnelles existent dans les comportements d'autres mammifères, et vous verrez même peut-être d'autres animaux, dans des contextes qui sont similaires à ceux rencontrés par les humains. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez facile. Si on s'intéresse aux postures d'agressivité et de peur, ou bien de dominance et de soumission, eh bien, vous voyez que les postures sont les mêmes, qu'on prenne les invertébrés comme la mouche. Celle-là, elle est en train d'attaquer, et vous voyez qu'elle prend une posture, elle augmente la taille de son corps en soulevant ses ailes. Mais on a la même chose chez le homard, chez les grands singes, chez la souris, le chat, le loup, etc. Donc, il y a quand même, dans les mêmes contextes, on retrouve des expressions posturales ici qui sont identiques au travers des différentes espèces. Si on va un petit peu plus précisément dans les choses, le travail de Berridge a par exemple s'est intéressé à qu'est-ce qui se passe chez le tout bébé, donc le nouveau-né, quelle est sa réaction faciale quand je lui fais goûter quelque chose de plaisant ou de pas plaisant. Et ce que vous voyez, c'est les réactions faciales du rat, du bébé et puis du petit bébé macaque. Et vous voyez bien qu'ils ont la même réaction quand on leur fait goûter quelque chose qui est sucré et quand on leur fait goûter quelque chose qui est vraiment pas bon. Donc il y a bien une continuation entre ces différentes espèces dans l'expressivité faciale. Donc je vais m'attacher un tout petit peu plus sur le rire parce que c'est
rigolo. Et ce qu'on a pu voir, c'est que quand, par exemple, les chimpanzés jouent avec leurs partenaires, ils vont exprimer une expression qui est la suivante, d'accord? Ils vont ouvrir la bouche comme ça, un peu quand on rigole à gorge déployée. Et en fait, ce qu'on a noté, c'est que quand ils font cette expression, ce sont exactement les mêmes muscles qui sont employés que chez l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables, comme nous, de rire à gorge déployée, c'est-à-dire en faisant des vocalisations, mais aussi de rire silencieusement. Et ça va dépendre des contextes. Mais ils sont capables de faire les deux, et ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il semble y avoir quelque chose de commun aussi entre le plaisir d'être chatouillé. Là, je vous montre des expressions qui sont vraiment similaires entre deux espèces. Quand on les chatouille, ils adorent ça, et ils redemandent. Mais ce qui est encore plus perturbant, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que en fait, Panksepp, qui est un grand monsieur en neuropsychologie, il a découvert que le rat adorait aussi être chatouillé. Le problème, c'est que le rat, a priori, on n'entend pas ce qui se passe quand il rigole, est-ce qu'il rigole. Et donc, Panksepp a inventé un micro. Il a inventé un micro à ultrasons, d'accord? Et il met ce micro... Here's the sound a rat makes if you tickle its back. Donc ça, c'est le rire du rat. D'accord? Et ce qui est très rigolo, j'ai malheureusement pas toute la vidéo ici, mais c'est que si vous habituez un rat à le chatouiller comme ça, et qu'il comprend que cette main-là va revenir à chaque fois le chatouiller, il va attendre la main et il va venir se faire chatouiller de plus en plus. D'accord? C'est pas très différent de ce qui se passe chez le bébé ou les jeunes enfants qui reviennent se faire chatouiller régulièrement. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, qui est une émotion beaucoup plus de haut niveau, qui est l'attachement. C'est une vidéo que je trouve très émotionnelle, justement. Donc, c'est cette très vieille chimpanzé, Mama, d'accord, qui est en train de mourir. Et Jan van Hoof, qui s'est occupé d'elle pratiquement toute sa vie, et qui a 80 ans, donc il est à la retraite, vient lui dire au revoir. Et je voudrais vous montrer la réaction qu'elle a quand elle se rend compte que justement c'est lui qui arrive, alors qu'elle répondait à plus aucune stimulation de personne depuis des mois. Donc là, elle sourit, elle est très contente de le voir. Et regardez les gestes qu'elle a pour cet homme. Voilà. Donc je vais finir là-dessus, mais pour vous dire que je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il y ait une sorte d'évolution au travers des espèces, de ces expressions émotionnelles et notamment faciales. Je passe la parole à vous. Alors justement, on va s'intéresser maintenant aux différences qu'on peut trouver entre les cultures dans ces expressions faciales, et aux différences et aux similitudes. Et donc, si on reprend le schéma qu'a expliqué Julie, donc ces expressions émotionnelles, elles nécessitent un émetteur d'un côté, donc qui va exprimer l'émotion, et un récepteur de l'autre qui va donc recevoir et décoder l'émotion. Et donc cet émetteur donc, doit être capable donc, d'exprimer une émotion, qui va devenir donc un signal pour le récepteur, qui lui doit être capable de la décoder. Et donc on peut s'intéresser à deux choses selon ce schéma. D'une part, au développement de l'expression émotionnelle, donc comment un individu va être amené à être capable d'émettre une expression compréhensible pour les autres individus. Et d'autre part, au développement du décodage des expressions émotionnelles, donc comment un individu va être capable de comprendre et d'interpréter les expressions émotionnelles des autres. Donc, on va d'abord s'intéresser au développement de l'expression émotionnelle. Et donc, comme vous en a parlé Julie, on va avoir des expressions émotionnelles donc, dès la toute petite enfance, donc dès la naissance. Et on va avoir notamment des émotions qui vont être relativement spécifiques à des contextes. Donc, par exemple, des émotions de joie quand le bébé va être chatouillé. Donc, on va avoir aussi des émotions de dégoût, des émotions de colère. Et donc, dès les premiers mois de vie, les bébés vont avoir ces expressions émotionnelles. Néanmoins,
on va avoir cette spécificité du lien entre émotion et contexte qui va, elle, se développer au cours de la première année de vie et même au cours des premières années de vie. Et donc, avec le temps, ces expressions vont devenir de plus en plus spécifiques au contexte dans lequel elles vont être associées. Donc, c'est-à-dire que chez les très jeunes enfants, on va avoir préférentiellement des émotions de joie quand les bébés vont être chatouillés, mais on va voir apparaître ces émotions de joie aussi dans des contextes dans lesquels les bébés ne devraient pas exprimer ces émotions-là, par exemple quand on leur fait goûter quelque chose d'amer. Et à la fin de la première année de vie, on va avoir une spécificité des émotions de joie quand le bébé va être chatouillé et des émotions de dégoût quand il goûte quelque chose d'amer. En revanche, on va devoir attendre bien plus longtemps pour avoir une différenciation entre d'autres expressions comme l'expression de colère et l'expression de peur. Donc on a quand même un développement qui est précoce de ces expressions émotionnelles et on peut se demander à quel point ça repose sur des bases biologiques. Ici, c'est les résultats d'une étude qui s'est intéressée aux expressions spontanées des judokas aux Jeux Olympiques quand ils avaient donc soit gagné, soit perdu, donc gagné ici et là, soit perdu la finale des Jeux Olympiques en judo. Donc soit la finale, soit la petite finale. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc ici on a des expressions qui sont très similaires à chaque fois dans chaque paire de photos, alors que en fait la moitié des athlètes qui sont photographiés ici sont aveugles de naissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été exposés à des émotions, des expressions émotionnelles d'autres individus, d'autres individus. Et donc ce que veut dire cette expérience, cette étude, c'est que les expressions émotionnelles ont une part innée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que les individus voient les expressions d'autres individus pour développer une certaine forme d'expression émotionnelle, donc ici comme la tristesse ou la joie. Donc on a cette partie très biologique, très innée, donc de développement très précoce, du fait qu'on n'ait pas besoin d'être exposé à des émotions d'autrui pour développer ces émotions, qui est donc dans l'expression émotionnelle. Néanmoins, on va avoir aussi des variations interculturelles et interindividuelles. Donc par exemple ici, c'est des études qui ont été conduites pour contraster l'expressivité émotionnelle des Américains et des Chinois. Donc ici, plus particulièrement, ils se sont intéressés au site internet des chefs d'entreprise américains et de chefs d'entreprise chinois. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'expressions émotionnelles chez les chefs d'entreprise américains que chez les chefs d'entreprise chinois. Et en fait, ce constat de différence dans l'expressivité émotionnelle entre ces populations a été répliqué donc de nombreuses fois, donc a l'air d'être une vraie différence culturelle, qui est également reportée explicitement comme une norme culturelle de devoir exprimer ou cacher ses émotions en fonction des cultures. Et donc, à partir de ces études, on peut déduire que les expressions émotionnelles vont varier en fonction des cultures. Et une étude s'est intéressée à savoir si on pouvait observer ces différences-là chez les enfants. Donc c'est une étude qui s'est intéressée à des petites filles américaines et chinoises de 3 ans, et on a mesuré leur expressivité émotionnelle générale, leur sourire et leur dégoût. Et ce qu'on peut observer, c'est que les petites filles américaines ont un niveau d'expressivité émotionnelle qui est plus important que les petites filles chinoises. Donc, qui réplique bien les résultats qu'on pouvait observer chez les adultes, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus forte expressivité émotionnelle dans les populations américaines que chinoises. Et donc, dès la petite enfance, on va avoir des différences dans l'expressivité émotionnelle des enfants de cultures différentes. Alors, ces différences, elles peuvent être liées à plusieurs choses, et une première hypothèse, c'est qu'elles sont dues à des différences génétiques. Donc, selon cette hypothèse, en fait, il faudrait donc plus d'émotions, plus de contexte émotionnel pour que certains individus ressentent une émotion et donc l'expriment, et donc ce qui diminuerait leur signal. Une autre hypothèse, c'est qu'il s'agit uniquement de facteurs culturels, donc qui vont avoir tendance à forcer l'expression émotionnelle ou la réprimer. Donc pour distinguer entre ces deux hypothèses, cette étude a été complétée en ajoutant donc 2 groupes, des enfants adoptés d'origine chinoise qui ont été adoptés dans des familles américaines et des petites filles donc, qui étaient américaines d'origine chinoise et donc qui vivaient dans leur famille chinoise mais aux États-Unis.
Et donc là encore, on va mesurer l'intensité de l'expression émotionnelle. Et ce qu'on peut observer, c'est un gradient entre les populations, donc les petites filles américaines d'origine européenne jusqu'aux petites filles chinoises qui habitent en Chine, et avec donc une absence de différence significative entre les petites filles américaines d'origine européenne et celles qui vivent dans des familles américaines alors qu'elles sont nées en Chine. Et donc cette étude permet de conclure qu'on va avoir une très forte importance des facteurs culturels et de l'éducation dans la modulation de l'expressivité émotionnelle. Donc maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie, qui est comment va se développer le décodage des expressions émotionnelles. Et là encore, on a une capacité qui est très précoce. C'est-à-dire que chez les nouveau-nés, on va être capable de discriminer, enfin un nouveau-né va être capable de discriminer entre joie, tristesse et surprise exprimées par un autre individu. Donc on va avoir cette capacité qui va se développer au fur et à mesure, et jusqu'à 7 mois ou à 7 mois, ils vont être capables de discriminer entre joie, tristesse, surprise, colère et peur. Donc c'est une capacité qui est quand même très précoce et qu'on va pouvoir mesurer à la fois par le comportement des bébés, mais également par leur activité cérébrale. Néanmoins, cette capacité est modulée par l'expérience personnelle des individus. Et ici, il s'agit d'une étude qui a été conduite chez des enfants, donc contrôle, et chez des enfants battus, pour mesurer à quel point ils étaient capables de détecter un signal de colère. Et ce qui a été montré, c'est que les enfants battus détectent beaucoup plus rapidement les signaux de colère que les enfants contrôle. Et cela n'est pas le cas pour les émotions, enfin les signaux de joie. Donc on voit bien que le fait d'avoir vécu certaines expériences émotionnelles dans sa vie va moduler la capacité à reconnaître les expressions émotionnelles et à les détecter. Donc l'expérience vécue par les individus va modifier le décodage des expressions émotionnelles des autres. Alors ici, il s'agissait d'expériences très personnelles, mais on peut s'intéresser plus particulièrement à l'effet de la culture. Et donc c'est des expériences qui ont été menées depuis les années 70. Donc le type d'expérience la plus classique consiste à montrer donc, des photos donc, de personnes qui expriment des émotions à des personnes de différentes cultures et de leur demander d'identifier l'émotion exprimée sur la photo. Et ce qu'on peut voir quand on fait une méta-analyse des études qui ont été conduites depuis les années 70 sur 42 pays, 23 sociétés et 2 groupes régionaux qui sont inclus ici, c'est que pour l'ensemble des expressions émotionnelles, on va avoir un pourcentage de réponse correcte qui est supérieur à la chance, donc qui indique que les individus sont capables de reconnaître les expressions exprimées, les émotions exprimées. Donc depuis les années 70, on a des preuves de l'universalité de la reconnaissance des émotions. Néanmoins, si on regarde cette carte, on peut voir que le pourcentage de réponses correctes va varier grandement en fonction des pays. Et donc on va avoir des pays qui sont en rose et en rouge ici, qui vont avoir un taux de réponse correcte qui va être supérieur à 75%, et des pays en bleu et en vert qui vont avoir un taux inférieur à 75%, voire proche des 40%, 30%. Et donc, ça nous indique que même si le pourcentage de réponses correctes est au-dessus du hasard, il reste trop faible pour qu'il puisse être interprété comme un signal fiable pour l'individu. En effet, comme l'a dit Julie, les expressions émotionnelles vont donner un signal sur l'environnement notamment, et si ces expressions sont reconnues à moins de 75%, ce signal va devenir très peu fiable. Donc néanmoins, ces résultats sont à contraster par le fait qu'on va avoir différents problèmes méthodologiques. Donc le premier, c'est que ce sont des protocoles qui sont souvent très contraints. On va demander de classer quelle émotion va donc, avec quelle expression faciale, donc quelque chose de pas du tout naturel. De même, ce sont des stimuli qui sont souvent artificiels, donc des émotions qui sont posées par des acteurs. On va prendre souvent en compte qu'une seule dimension, et ça va être souvent le visage. Donc on ne va pas prendre en compte, par exemple, la posture, alors qu'on voit que c'est extrêmement important, notamment pour la colère. Et la traduction des concepts émotionnels est souvent un peu hasardeuse entre les cultures, ce qui peut poser des problèmes. Donc, afin de mieux comprendre ces différences interculturelles, de nouvelles séries d'expériences ont été conduites pour répondre
à ces problèmes méthodologiques et pour essayer de comprendre les sources de la variabilité de l'expression émotionnelle entre les cultures. Et la première hypothèse, c'est qu'il y a des différences dans le décodage. C'est-à-dire qu'au niveau du récepteur de l'émotion, donc de l'individu qui n'exprime pas l'émotion mais qui la voit, on va avoir des différences dans la façon dont il va percevoir les visages et l'expression émotionnelle. Et donc ça a été étudié notamment en regardant les zones de fixation. Donc où est-ce que l'individu va regarder quand il doit détecter différents types d'émotions. Donc ici, c'est ce qu'on a pour des participants occidentaux. Donc c'est ce qui vous a été présenté en première partie, avec le fait de regarder les yeux et la bouche pour la surprise, peur, dégoût et colère. Mais si on s'intéresse maintenant à des participants asiatiques, on voit qu'on va avoir le fait qu'ils vont ignorer quasiment la région de la bouche pour la peur et la colère, qui va entraîner une diminution de leur acuité à reconnaître ces émotions-là quand elles sont exprimées par des individus européens. Donc on a bien ici des différences culturelles dans le décodage des émotions et des expressions émotionnelles. Donc en effet, les régions utilisées pour reconnaître les expressions émotionnelles vont varier en fonction des cultures. L'autre hypothèse, c'est qu'on puisse avoir aussi des différences dans l'expression de ces émotions. Et donc ça a été mesuré en utilisant, en demandant à des personnes d'imiter de mimer les émotions qui correspondent à différentes situations. Donc comme par exemple la situation suivante, vous avez été insulté et vous êtes très en colère. Donc c'est une étude qui a été réalisée dans 5 populations. Et on va regarder le pourcentage de cohérence interculturelle, donc ce qui est universel, et le pourcentage de cohérence intraculturelle, donc ce qui est propre à la culture de chaque individu. Et on peut observer que pour certaines émotions, donc comme l'amusement et la joie, on va avoir un niveau de cohérence interculturelle qui est très fort, donc qui montre une universalité dans l'expression de ces émotions, alors que pour d'autres émotions, on va avoir un niveau qui est très très bas dans la cohérence interculturelle, ce qui montre plutôt une spécificité en fonction des cultures. Et donc ça permet de conclure que l'expression émotionnelle est constituée d'un cœur universel et d'accents culturels, et la variabilité interculturelle va être différente en fonction des émotions. Donc pour mieux comprendre comment sont représentées les différentes émotions dans différentes cultures, on va faire donc des expériences qui consistent à ajouter du bruit à un visage neutre. Donc ici, c'est un visage qui est moyenné entre un visage asiatique et un visage européen. Et ça va permettre de créer en fait des faux visages, donc qui vont varier très légèrement et de façon aléatoire. Et on va demander aux participants d'identifier l'émotion présente sur ce visage. On va ensuite moyenner l'ensemble des visages qui ont été identifiés comme par exemple de la tristesse chez les participants occidentaux et chez les participants asiatiques. Et on va faire ça pour les différentes émotions. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'on va avoir des expressions émotionnelles qui sont très proches pour certaines émotions, comme la joie, donc qui vont être très proches pour les participants occidentaux et les participants asiatiques, mais également des expressions émotionnelles qui vont être plus différentes entre ces deux groupes, par exemple pour le dégoût. Donc ici, on a le dégoût représenté pour les participants occidentaux, qui est très différent de ce qu'on peut voir pour les participants asiatiques. Donc ça permet de conclure qu'on va avoir une différenciation de l'expression émotionnelle typique entre les cultures, mais qui va varier également en fonction des émotions. Donc afin de mieux identifier quelles sont les différences entre ces cultures, on va se reposer sur l'activation de ces muscles faciaux et on va mesurer comment différents muscles, par exemple ici le corrugateur, ou ici ce qui va être impliqué dans le dégoût, le zygomatique ou la région des yeux, vont être différemment utilisés pour représenter les différentes émotions. Et donc, en effet, la composition de l'activation de ces différents muscles va permettre de donner lieu à des expressions complexes. Donc, comme précédemment, on va prendre de façon aléatoire l'activation de ces différents muscles et on va présenter ça à des participants en leur demandant d'identifier l'émotion et l'intensité de l'expression émotionnelle. Et ça va nous permettre, pour chaque émotion,
de définir une base commune. Donc ici, ça va être également donc, des participants occidentaux et des participants asiatiques. Donc ici, on a la base commune pour la joie, donc ce qui va être universel, commun entre ces deux populations, ainsi que des accents. Donc ici, on a l'accent occidental qui va donc correspondre à fait d'ouvrir la bouche, et l'accent asiatique, donc qui va être plutôt au niveau de la région des yeux. Et donc ça, on peut le faire pour toutes les émotions, et notamment donc des émotions qui sont très pertinentes au niveau évolutionnaire, donc comme le dégoût. Donc on voit bien que la base commune correspond bien au fait de rétrécir le volume nasal, mais l'accent occidental donc, va impliquer une modification de l'expression au niveau de la bouche, alors que l'accent asiatique va lui également impliquer une modification au niveau de la région des yeux, ce qui peut expliquer pourquoi, quand les participants asiatiques observent un émetteur occidental, ils vont avoir des difficultés à identifier correctement l'expression de dégoût. Donc, très rapidement, ici on avait vu des variations culturelles, mais on peut également s'intéresser à des variations historiques. Et ici, c'est notamment donc, une illustration de à quel point l'expression émotionnelle a varié au cours du temps, donc avec la même famille, donc la famille royale anglaise, en 1895 et en 2018, qu'on voit qu'on n'a pas le même niveau d'expressivité émotionnelle dans les deux cas. Et donc on s'est intéressé à ça dans le laboratoire, et pour mesurer ça, on a pris les portraits historiques et on a utilisé un algorithme qui va permettre de quantifier l'activation de ces différents muscles sur les portraits. Et donc ici, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur la National Portrait Gallery. Donc on a des portraits allant de 1505 à 2016. Et alors ça, voilà. Et donc on va s'intéresser d'abord aux zygomatiques, et on voit bien qu'on a une augmentation de l'activité du zygomatique, donc qui correspond à une augmentation de l'expression émotionnelle de la joie dans la pâture anglaise au cours du temps. Néanmoins, on peut s'intéresser à d'autres muscles, donc notamment le corrugateur, qui lui va être impliqué dans la colère. Et on voit qu'on a également une augmentation de l'activation du corrugateur, donc qui montre qu'on a non seulement une augmentation de la joie, mais également de la colère, ce qui nous permet de conclure d'une augmentation de l'expression émotionnelle en général dans la peinture au cours du temps. Donc ça, on peut également le répliquer en regardant des facteurs qui sont liés à l'excitation. Et donc là aussi, on observe une augmentation au cours du temps. Et en revanche, des muscles qui vont être associés au fait de restreindre ces émotions, eux, vont avoir une diminution au cours du temps, donc ce qui confirme bien qu'on a une augmentation de l'expression émotionnelle dans la peinture. Donc, en conclusion, donc, on a donc, les fonctions de l'expression émotionnelle qui sont à la fois inter- et intrapersonnelles, avec des précurseurs qui existent chez d'autres mammifères dans des contextes similaires à ceux rencontrés par les humains. Et ces expressions émotionnelles vont se développer à partir de fonctions biologiques et d'expériences culturelles, et elles vont varier en qualité, donc en fonction des muscles qui sont activés, mais également en quantité, en fonction des cultures et des époques. Merci pour votre attention. Bonjour, moi je voulais savoir si vous aviez étudié ça dans le cas de certains troubles comme les troubles du spectre autistique, parce qu'il y a des variations. Oui, mais c'est un sujet très débattu. Donc je ne suis pas sûre d'avoir envie de vous donner aujourd'hui une réponse sûre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain nombre de données qui disent que des personnes avec syndrome autistique vont avoir des difficulté à décoder les expressions émotionnelles, mais il y a aussi d'autres études, et moi j'en ai publié une parmi d'autres, qui montrent que selon la façon dont on fait ces expériences, on ne montre pas forcément un déficit dans le décodage en tant que tel des émotions. Donc je ne veux pas arrêter ma réponse dans un sens ou dans l'autre, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
comment est-ce qu'on peut expliquer l'observation qu'une geste qu'on sourit elle peut exprimer la joie, mais si on garde une sourire, ça veut montrer l'intimidation. Tu veux répondre? Vous voulez dire que la même expression faciale peut avoir deux significations différentes? Ah oui, et surtout si on garde une sourire fixe, fixée. Yeah, maybe Can you ask me in English just to be sure to understand the details? Sure. So there's been, I think that there's been research done on it might be chimpanzees to show that if an organism holds a smile for a long time, that can show intimidation. Yeah. So how do you explain that same expression? Yeah. So I didn't go into details and I agree with you. Pardon, en français. Donc la question c'est comment une expression faciale, notamment il y a ce qu'on appelle le bear teeth des singes qui est comme ça, qui peut être à la fois un sourire et à la fois un signal d'intimidation. Donc c'est vrai que ce soir, je vous ai donné une image un peu superficielle qui cherchait à montrer quelles étaient les composantes qui étaient communes, mais c'est vraiment pas si simple. Et effectivement, en fonction des contextes, on peut aussi utiliser une expression qui semble exactement identique pour signifier des choses différentes. Et donc aujourd'hui, il commence à y avoir des études qui essayent de montrer, je suis pas sûre que ça soit exactement les mêmes muscles. Donc à nouveau, je ne veux pas vous répondre de façon assertive, mais par exemple chez l'homme, on sait très bien que si je vous fais un sourire qui est forcé, bonjour, versus un vrai sourire de joie, en fait, c'est pas les mêmes muscles qui sont impliqués. Donc le vrai sourire de joie émotionnelle implique des muscles qui sont autres, enfin, d'autres muscles que juste le sourire de Duchesne de politesse ou même de pas gentillesse. Donc je pense qu'on commence à explorer ce genre de choses et aussi chez le singe pour voir s'il y a ces différences-là. Moi j'avais une question concernant ce que vous avez présenté à la fin, les évolutions historiques, notamment dans les œuvres d'art, enfin les peintures en l'occurrence. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la part d'évolution du côté des artistes, c'est-à-dire des artistes qui auraient choisi de plus représenter l'expression, par rapport à une part d'évolution du côté des personnes ou des scènes qui étaient peintes, où les gens montraient en fait plus d'émotions? Est-ce que vous sauriez départager ça, voire expliquer brièvement, parce qu'on n'a pas le temps? Alors, donc, dans notre étude, là, on a pris uniquement les portraits qui sont réalisés quand la personne est encore vivante. Donc c'est pas des portraits a posteriori où l'artiste va réinterpréter un personnage historique. Chaque fois, la personne est vivante. Et donc, pour répondre à la question, en fait, ça va être une réponse sans être vraiment une réponse, mais l'idée, c'est que si les individus vont choisir un certain artiste, qui va les représenter plus souriants ou avec plus d'expression émotionnelle, c'est parce qu'ils veulent, eux, montrer plus d'expression émotionnelle. Et donc finalement, ce choix des artistes, et donc cette sélection des artistes va être guidée par les préférences des individus. Donc finalement, le fait que différentes écoles vont se développer et que des écoles vont mieux réussir que d'autres, elle est liée au fait que les individus vont vouloir être représentés d'une certaine façon par rapport à une autre. Est-ce que c'est... Pourquoi, par exemple, ils s'expriment beaucoup plus? Est-ce que vous savez pourquoi ils s'expriment beaucoup plus au cours du siècle dernier? Alors après, oui, donc ça c'était donc pour le lien entre artiste et personne. Après, sur les raisons pour lesquelles ces préférences vont changer, il y a une hypothèse qui est qu'en fait, les sociétés vont devenir plus coopératives. C'est plus important de montrer ces expressions qui sont des signaux sur non seulement l'état de la personne, mais également l'état de son environnement. Et donc, on va avoir tendance à préférer montrer ces expressions dans ces sociétés-là. Et donc, il y aurait un lien notamment donc, avec les niveaux économiques qui va augmenter, qui va rendre la société plus coopérative, et donc l'expression émotionnelle plus répandue et plus intense. Ouais. Ce qu'elle a démontré. Merci. On a dépassé.